Il nous a donné une croisière 5 jours, mais, elle a besoin d'air, et la tension a explosé quand il a découvert que son cadeau devenu injustement sacrifié était une trahison qu'il n'oublierait pas. Notre fils, Louis, 30 ans, nous avait offert une croisière de luxe de 7 jours en Méditerranée pour notre anniversaire de mariage. Tout était déjà payé, cabine, repas, vol, comme si ce geste n'avait représenté aucun effort. Louis n'a pourtant jamais été du genre à exhiber sa réussite, il nous avait juste tendu une enveloppe en souriant, presque gêné de faire un cadeau aussi immense. Depuis qu'il avait quitté la maison, il était resté celui qui revenait toujours pour aider, réparer un volet, remplir un dossier compliqué, calmer une angoisse administrative. Bref, le soutien discret, fiable, presque trop mature pour son âge. Mais très vite, un problème s'est glissé dans l'enthousiasme, notre fille, Héloïse, 26 ans, traversait une période sombre, crise d'anxiété, perte d'emploi, rupture qui l'avait laissé vider. Elle répétait qu'elle avait besoin d'air, de mère, de silence. Ma femme a commencé à culpabiliser à l'idée de la laisser derrière, presque honteuse de partir, s'amuser, pendant que leur fille s'effondrait. Alors, après plusieurs discussions tard le soir, nous avons pris la décision de changer le billet, Héloïse nous accompagnerait à la place de Louis. La veille du départ, je lui ai envoyé un message pour l'en informer. Un simple « Mon grand, finalement ta sœur part avec nous. On t'expliquera ». Il l'a lu. Mais il n'a pas répondu. Nous sommes donc partis en croisière, tous les trois, avec ce mélange étrange de culpabilité et d'excitation qui accompagne les décisions bancales que l'on essaie de justifier après coup. Pourtant, à peine monté à bord, tout s'est dissous dans la lumière argentée de la Méditerranée. Le navire glissait comme une ville flottante, les couloirs sentaient la vanille et le sel, et même Héloïse, qui traînait jusque-là un air de pluie d'automne, semblait enfin respirer. Il faut reconnaître que ses premiers jours ont été presque thérapeutiques, elle a dormi 12 heures d'affilée, s'est promenée pieds nus sur le pont, a pris 2 coups de soleil, l'un sur le nez, l'autre en plein milieu du dos, ce qui l'a fait râler pendant 2 jours, mais elle riait. Un rire bref, fragile, mais réel. On avait l'impression d'avoir mis notre fille sous une cloche de verre, loin du monde, des responsabilités, de ses pensées trop lourdes pour ses épaules. Ma femme me jetait parfois un regard soulagé, comme pour dire, tu vois, on a bien fait. Et je répondais d'un sourire automatique. Je voulais y croire autant qu'elle. Louis, de son côté, avait montré une élégance presque déroutante. C'est lui qui nous avait conduits à l'aéroport, chargé les valises dans le coffre, ouvert la portière à sa sœur. Il avait même plaisanté avec elle, sans la moindre note de rancune dans la voix. Pas de pique, pas de remarque du style « profite bien de MON cadeau ». Non. Juste un sourire fatigué et un simple. Tu vas adorer. Pense à te reposer, d'accord. Héloïse avait hoché la tête comme une petite fille prise en faute, et j'avais ressenti un léger pincement, mais je l'avais ignoré. Une fois dans le terminal, je m'étais presque convaincu que Louis comprenait qu'il était heureux pour elle, qu'il était trop mature pour se vexer. La croisière, elle, s'est déroulée comme dans un catalogue de voyage, coucher de soleil qui semblait peint au pinceau, buffet où l'on jurait presque entendre les calories chuchotées, escale pleine de ruelles chaudes et de parfums d'huile d'olive. Héloïse nous prenait en photo, riait un peu quand je me perdais dans les ruelles italiennes, et appelait parfois Louis, mais il ne répondait pas toujours. Il doit travailler, répétait-elle. Mais quelque chose, dans la manière dont elle le disait, sonnait creux. Quand nous sommes rentrés, Louis était là à l'aéroport. Toujours poli. Toujours souriant. Mais un peu, distant, comme si un voile transparent s'était glissé entre nous sans qu'on le remarque. Il apportait nos valises, demandait si la croisière s'était bien passée, écoutait sa mère raconter la mésaventure du coup de soleil sur les épaules d'Héloïse. Il riait mais pas avec les yeux. À la maison, c'est moi qui ai commencé à remarquer les détails. Pas brusquement. Pas dramatiquement. Non, par petites touches, comme si quelqu'un avait passé un pinceau sec sur notre quotidien pour en effacer les contours. L'atelier, d'abord. Les outils de Louis, tous, avaient disparu. Pas seulement les tournevis ou la perceuse. Non. Les boîtes entières qu'il avait patiemment organisées, les clous classés par taille, ses instruments de mesure. L'étagère du garage, où s'empilaient les cartons qu'il gardait, au cas où, était complètement vide. Même les petits marqueurs fluorescents qu'il utilisait pour réparer nos appareils avaient disparu de la table. J'ai cru, bêtement, qu'il faisait un rangement de printemps. Mais nous étions en septembre. Ensuite, le Wi-Fi. Plus aucun appareil ne se connectait. Le mot de passe ne fonctionnait plus.
Ma femme, pourtant d'habitude patiente, s'est énervée. Mais enfin, pourquoi il a touché à ça? On n'y comprend rien, nous. Puis Netflix. Puis Prime. Puis nos comptes famille Apple. Tout avait été déconnecté, supprimé, réinitialisé comme si on n'avait jamais existé. J'essayais de trouver une explication rationnelle. Une panne. Une mise à jour. Un bug. Mais en même temps, une impression plus sourde me rongeait, une sensation de glissement. Comme si Louis avait déplacé une pièce sur un échiquier que je n'avais pas remarqué. Ce n'est que lorsque j'ai découvert la dernière anomalie, la plus anodine en apparence, que j'ai compris que quelque chose clochait vraiment. Le duplicata des clés du garage, celui qui traînait toujours dans le bol d'entrée, avait disparu lui aussi. C'était la première alerte. Pas un cri. Pas un clash. La première note d'un morceau qu'on ne savait pas encore sinistre. Mais très vite, il est devenu clair que ce qui se passait n'avait rien à voir avec un oubli, ni même avec un simple besoin d'espace. C'était méthodique. Précis. Chirurgical. La première alerte concrète a été la facture de téléphone. En l'ouvrant, j'ai cru à une erreur de l'opérateur, le montant avait presque triplé. J'ai appelé le service client, un peu agacé, prêt à réclamer un remboursement. La conseillère, très polie, m'a répondu. Monsieur, votre fils a demandé le retrait de sa ligne du contrat familial. Vos remises multi-abonnés ont donc été automatiquement supprimées. J'ai senti une drôle de chaleur dans la nuque. Louis avait toujours géré la paperasse téléphonique. Je n'y avais même jamais pensé. Mais la conseillère a ajouté, presque joyeusement. Souhaitez-vous réactiver les options précédemment administrées par votre fils? J'ai raccroché sans répondre. Ensuite, ce fut l'assurance auto. Mon épouse m'a appelé un matin, paniquée. Pourquoi notre assurance a-t-elle doublé? J'ai contacté l'agence. La réponse a été aussi simple que brutale. Louis n'était plus conducteur principal du véhicule. Il avait retiré son nom, son historique parfait, ses bonus. Et ce détail-là m'a frappé comme un coup dans l'estomac. C'était lui qui conduisait le plus souvent la voiture pour nos trajets compliqués, qui nous accompagnait quand l'un de nous était malade, qui vérifiait l'état des pneus avant les vacances. Et nous n'avions jamais réalisé que la majorité des avantages venaient de lui. Le soir même, j'ai remarqué quelque chose de plus troublant encore, un vieux compte épargne, ouvert au nom de Louis quand il était adolescent, mais dont j'étais cotitulaire pour l'aider à débuter, était soudainement bloqué. Impossible d'y accéder. Je suis allé à la banque le lendemain. Ce compte appartient à votre fils, monsieur. Il a retiré votre procuration. J'ai remercié par réflexe, mais j'étais sec dans la gorge. Je me suis assis dans ma voiture et je suis resté là un moment, en silence. J'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce qu'il faisait. Il défaisait tout ce qu'il avait mis en place pour nous, un élément à la fois. C'était comme regarder un château se défaire pierre par pierre, non pas par colère, mais par décision mûrie et irréversible. À mesure que les jours passaient, les petits détails devenaient des évidences. Le compte épargne logement? Géré par lui. Les déclarations fiscales en ligne? C'était lui qui les préparait, je me contentais de signer. L'électricité? Les prélèvements venaient de son espace client, qu'il avait évidemment fermé. Même nos appareils connectés semblaient orphelins, cherchant un administrateur disparu. Tout? Absolument tout ce que je croyais maîtriser, c'était lui qui le tenait en équilibre. Je l'ai appelé. 1 fois. 2 fois. 5 fois. Silence. Pas de rejet, pas de sonnerie abrupte. Juste cette sonnerie sans fin qui donne l'impression d'appeler quelqu'un qui marche loin de vous sans se retourner. Je suis allé chez lui. Pas de lumière. Sa voiture était là, pourtant. J'ai frappé. Rien. Encore. Rien. Je n'ai même pas entendu ses pas derrière la porte, ce qui m'a fait comprendre qu'il n'essayait pas de m'éviter bruyamment. Non. Il avait simplement décidé de ne pas ouvrir. Ce qui m'a le plus troublé, c'est le calme qui se dégageait de son absence. Il n'était pas en colère. Il n'était pas impulsif. Il ne cherchait pas à punir. Il se débranchait. Poliment. Systématiquement. Pendant ce temps, Héloïse levait les yeux au ciel à chaque fois que quelque chose disparaissait ou se bloquait. Papa, il exagère totalement. Il dramatise. C'est ridicule. C'est juste une croisière.
Mais moi, je voyais que ce n'était pas la croisière. C'était l'accumulation de silence, de responsabilités assumées sans jamais rien demander, de sacrifices discrets auxquels nous ne faisions même plus attention. Et soudain, on retirait la pièce maîtresse d'un mécanisme que nous pensions automatique. Je commençais à comprendre. Louis n'était pas fâché. Il était blessé. Et un homme blessé en silence n'éclate pas. Il s'éloigne. Et ça, c'est pire. Les répercussions ont commencé comme des cailloux qu'on jette dans l'eau, une petite onde, puis une autre, puis soudain un raz-de-marée invisible qui vous renverse sans que vous sachiez nager. La première vague est venue de la réunion de famille. Une réunion dont, évidemment, nous n'avions jamais entendu parler. Ce n'est que le lendemain que ma sœur m'a appelé, la voix pleine d'une indignation qu'elle n'avait même pas pris la peine de maquiller. « Mais qu'est-ce que vous avez fait à Louis? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il parle d'un an, minimum, sans contact? Un an? Un an de pause, pour préserver sa santé mentale, avait-il dit. Chaque membre de la famille appelait à tour de rôle, certains avec colère, d'autres avec inquiétude, mais tous avec cette même phrase. Vous lui avez fait quoi? L'humiliation était totale, presque chorégraphiée. Nous n'avions aucune réponse. Seulement ce silence de Louis qui, désormais, résonnait plus fort que n'importe quel reproche. La deuxième vague est arrivée au club de Gros, un samedi matin banal, sous une lumière de néon qui ne pardonne rien. Ma femme a voulu payer. Sa carte a été refusée. Pensant à un problème de plafond, j'ai essayé la mienne. Refusée aussi. Sous le regard d'une caissière blasée qui a probablement vu des mariages s'effondrer pour moins que ça. Impossible d'accéder au compte. Fermé. Tout simplement. Louis en était le titulaire principal. Nous, les utilisateurs secondaires. Un compte que je pensais familial. Un compte que je croyais à moi autant qu'à lui. Non. Un compte qu'il avait ouvert jeune adulte, et qu'il nous avait simplement laissé utiliser. Une fois fermé, tout s'était effondré comme un château de cartes trempé sous la pluie. La troisième vague a été plus humiliante encore, parce qu'elle impliquait un uniformé. Un inspecteur municipal est venu sonner, un mardi matin, avec un dossier sous le bras, l'air de quelqu'un qui ne vient jamais apporter de bonnes nouvelles. Il nous a annoncé, très calmement, que la cabane de jardin, construite 15 ans plus tôt, bricolée par Louis à 14 ans comme un projet père-fils qui n'avait jamais eu lieu, était considérée comme une structure illégale. Pas déclarée. Pas autorisée. Amende, 3 400 €. Et là, un vieux souvenir est revenu, Louis, adolescent, venant vers moi avec un formulaire, que j'avais oublié sur la table, puis sous un tas de journaux. Il avait pris le formulaire, soupiré, puis l'avait rempli lui-même en écriture appliquée. C'était lui, depuis ce jour-là, qui gérait la conformité de la propriété. Sans jamais nous en parler. Sans jamais se mettre en avant. Et maintenant, il avait simplement arrêté. La quatrième vague, celle qui a tout fait basculer, n'a pas été dirigée contre nous directement, mais contre Héloïse. Je me souviens de sa voix incrédule lorsqu'elle a crié de sa chambre. « Papa. On m'a envoyé ça, c'est quoi ce truc ?» Dans sa main tremblait une copie numérisée d'un dossier bancaire. Et une lettre sèche expliquant que la banque avait été contactée par Louis, qui souhaitait signaler une falsification de signature sur un prêt contracté 3 ans plus tôt. La signature falsifiée était la sienne. O problema est que a imprensa de Lisboa adora confusao. Et meno de uma hora, uma equipa de televisao estava ali, microphone erguido, camara ligada. Utante, initialement, ficar dentro de casa. Mascando a reporté comme sous à insinuar que estava a discriminar Isabla, desi. Falei devagar, claro, sem levantar a voz. Isto nao tem nada a ver comme identidad de género. Tem a ver comme mentira, fuga de dever parente abandono de dua criança. A transisao nao apaga obrigaço. A entrevista duru meno de minuto. Eno entanto, viru viral. Primero circularam clip cortado, depois vieram a resposta nao como Isabla esperava. No comentario. Ce que ria lutar pelo direto trans, talve comsar por nao abandonar filo. Transisao nao e desculpa para fugir da responsabilidad. Porque e que dexu de ser mae para ser, nada? Ser trans nao te isanta de ser uem adulto decente. Comunidad trans progressista, que Isabla jurava que a apoariam, como saram a questionar. A identidad e valida. O abandono, nao.
A narrativa de la prejudicano a todo. Os apoyant desaparosram tao de pressa quanto tinam surgido. Nomeo des turbilao, rosbi huma mensagem inesperada, a irma de Isabla, que sempre tina sido fantasman a nossa relação. Miguel, sua Clara. A nossa familia sabia da transição. Acetamo. O que nao acetamo, nunca, foi la terre d'exado dua criança a chorar a porta, sem explicar nada. Amae de la nunca recupro disso. Quero que seba, ningem na familia a defend nes ponto. Era a primera vez que uvia alguém do lado de la admitir a verdade sem rodeio. Respondi apena. Obrigado. Enquanto isso, internet fazia o resto do trabalho como sempre faz, implacável. Perfil antigo de Isabla Forum de Santerado, verso pré post transisao. Fotografia motivazione, frase tipo, nunca ol paratra, selfies e embares, evento de networking, pelo meu, commentario antigo sobre libertar-se, dexar o passado paratra, nao dexar ninguém impedir o meu crescimento. O problema era que o passado incluía criança reais. A internet nao perdoa este tipo de poesia tóxica. Como saram a circular também registro de processos anterior. Atraso sucessivo no pagamento de pensao. Notificação ignorada. Visita falada. Relatorio socie descrevendo ausencia prolongada nao justificada. Journée digitée publicaram artigo comme titulo sensacionalista. Transisao e fuga, caso levanta questo legue. Mae desaparece durant cet anno, volta culpa o ex-marido? Miguel Silva, ou même no centro do escandalo natalicio. Mesmo conhecendo toda a pesada historia, vertudo aquilo ali corpo, sangue retrato do passado dexavame como a sensação surreal de assistir a mina propria vida transformada e novla publica. No entanto, a reputação de la desmoronava se me rapido do que qualquer coisa que u pudester planeado. Isabla, outrora confiante, desapareceu das redes por tredia. Depois reapareceu como longo texto sobre perseguição social, transfobia internalizada, machismo estrutural. Mas, no comentario, a verdade giatina terreno solido. Isso nao explica a dívida. A criança? A tua transição e valida. O abandono nao. A batalha pela narrativa estava perdida para ela. Que nunca pediguera, sensiam e uma vez que tudo se vira abexo mas destave, do lado certo. O julgamento principal aconteceu nom sala frio do tribunal de familia, comme paredes coberta de madeira antiga e cheiro a papel envelhecido. A juíza, uma senhora perto dos 62 anos, $, direto e zero paciencia para melodrama, fez o que ninguém mate antao tinha conseguido, reduziu todo o ruído a fato. Assim que Isabla começou a discursar monólogo sobre identidade, discriminação renasce como mulher a juíza levantou a mão, pedindo silêncio. Isto nao e debate sobre identidade. Disse ela, comme vos firme. Estamos aqui por fraude, abandono parental e ocultação deliberada de informação essentielle para casamento. Isabla tentou interromper. A juíza bateu o martelo comme a força de quem a viu tudo na vida. Sente-se. A sua condição nao e o problema. Os atos, sim. A sala inteira ficou muda. A primeira decisão foi imediata. A petição de Isabla para a habitação exclusiva, pensão provisoria e controlo da propriedade foi sumariamente negada. A juíza folhou os documentos que Camila fornecerá registro de 5 anos de pensão e atraso, abandono, mudança de identidade sem aviso, dívida acumulada de 120.000 €, e suspiro nom gesto que misturava cansaço como incredulidade. A senhora nao tem direto a qualquer benefício deste casamento concluí. Aliás. Aqui veio o golpe. O casamento foi anulado. 3 anos de vida e como homem, apagado juridicamente como contrato assinado sob falsidade material. A juíza explicou. A ocultação de filo, dívida e responsabilidade constitui fraude matrimonial. O Sr. Miguel nao consentiu a este casamento como total conhecimento. Portanto, nao a base para a manutenção da união. U respiré findo. Isabla ficou petrificada, como se alguém le tivesse puxado au tapete. Exigiu compensação, gritou ela subitamente. Metade da casa, o caro dele, ajoia que me tudo foi investimento emocional. Mereço reparação.
Unao consegui evitar sorriso. Daquel sorriso curto, involontario, caspiedoso. A juisa inclinu se para affront. A senora nao tem diretto a banque nunca le pertenceram, muito meno a compensaço por casamento anulado por fraude cometida por si. Quer continuar a envergonarse? Au silencio de Isabla foi a única resposta. Como ultima tentativa de recuperar poder, ela abriu uma campana no GoFundMe intitulada Mulher trans sem casa vítima de perseguição do ex-marido transfóbico. Meta, 60.000 euros. No inicio, apareciam comentario de apoio. Viam-se hashtag, emoji, discurso inflamado. Mas bastu Camila calma, certera partilar o link acompanhando de documento oficial. Aqui está os 85.000 euros de pensao e atraso que esta senora dexu de pagar a os propriofilo. Quem quiser doar, que o faça sabendo disto. O GoFundMe caiu e diora. A plataforma remove por violação de politica, e os doador pediram reembolso. Isabla explodiu nas redes. Acuso-me, acuso Camila, acuso a sociedade, acuso até o tribunal. Mas ofendo a ainda não tinha sido atingido. Numa manobra tão desesperada que nem parecia real, Isabla fez aquilo que até hoje me custa acreditar. Processou os propriofilo menor por difamação e dano emocional. Alego que a criança participaram na destruição da sua imagem pública ao aparecerem no vídeo de Natal alimentarem narrativa prejudicial. Quando li a petição, pensei que era sarcasmo jurídico. Mas não, era genuína. No tribunal, a juíza encostou-se para trás apertou o nariz, como quem sente uma dor de cabeça histórica. Senora, não pode processar criança que abandonou. Isto é absurdo. Francamente, vergonhoso. A advogada de Isabla regia desgastada por semana de derrota fechou a pasta, levando-se e declarou. Meritíssima, retiro-me do caso. Não posso continuar profissionalmente ligada a esta estratégia. Isabla ficou só, no meio da sala, num silêncio tão pesado que quase ninguém respirou. E ainda assim, havia meio fio por puxar. Dia depois, recebi uma mensagem inesperada. Il avait éteint toutes les lumières. Toutes. Une par une. Et nous étions là, debout, dans le noir qu'il nous avait laissé. La lettre est arrivée un matin de novembre, pliée dans une enveloppe épaisse, sans cachet officiel, juste un nom imprimé proprement dans le coin supérieur gauche, Élise M, pour Louis M. Pas d'adresse de retour. Pas de parfum. Pas de fioriture. Je l'ai ouverte en pensant à une formalité, peut être une carte, un message pour les fêtes. Mais c'était une lettre administrative. Froide. Clinique. Monsieur. Louis m'a chargé de vous informer qu'il ne souhaite plus entretenir aucun contact avec sa famille. Cette décision est définitive et n'appelle pas de réponse. Il vous prie de ne plus le contacter, directement ou par intermédiaire. Il décline toute implication future, quelle qu'elle soit, santé, succession, mariage ou enfant. Merci de respecter sa volonté. Élise M. Une lettre de rupture familiale. Rédigée par quelqu'un d'autre, comme si nous étions devenus des créanciers importants. Je suis resté longtemps à la lire et la relire, incapable de savoir si je devais être en colère ou simplement vidé. Ma femme l'a trouvée sur la table, quelques heures plus tard. Elle n'a pas crié. Elle s'est assise. Ses doigts tremblaient sur le papier, et elle a murmuré. On ne méritait pas ça, pas comme ça. Elle l'a répété plusieurs fois, la voix de plus en plus basse, jusqu'à ce que les mots se perdent dans un sanglot sec, sans larmes. Depuis, elle garde cette lettre dans un tiroir, pliée en 4, comme une pièce à conviction dans un procès sans juge. Je n'ai pas cherché d'avocat. À quoi bon? On ne plaide pas contre un retrait. On ne poursuit pas quelqu'un qui vous a simplement effacé. Tout a commencé, je crois, avec un billet de croisière. Un simple billet. Un geste de générosité qu'on a mal interprété, transformé en maladresse, puis en faute. Et aujourd'hui, je vis dans une maison qui ne m'appartient plus vraiment. Les murs sont les mêmes, mais ils résonnent autrement. Chaque pièce contient un écho de ce qu'il gérait en silence, une ampoule remplacée sans qu'on sache quand, un dossier d'assurance rangé à la bonne place, une facture payée à temps. Tout cela s'est arrêté, comme un mécanisme dont on aurait retiré la clé. Les factures s'empilent, incompréhensibles, abonnements, taxes, relances.
Je ne comprends même plus les codes d'accès au compte en ligne. Je passe mes journées à essayer de remettre de l'ordre, et chaque fois que j'y parviens un peu, quelque chose d'autre se défait. Ma femme vit entre la colère et la résignation. Héloïse n'a plus donné de nouvelles depuis son départ. La maison voisine, elle, vibre du matin au soir, rire d'enfant, cris du chien, trampoline grinçant. Parfois, je regarde par la fenêtre et je me dis que Louis a réussi, il a remplacé le silence qu'il occupait par un vacarme qui nous renvoie à ce que nous sommes devenus, des étrangers dans notre propre vie. Un jour, j'ai essayé de le voir. Je connaissais son lieu de travail, une grande entreprise moderne en périphérie. J'y suis allé sans prévenir, en me convainquant que je ne voulais qu'une conversation, une minute, un regard. La réceptionniste a pris mon nom, a passé un appel, a attendu quelques secondes avant de me regarder avec une gêne étudiée. 2 agents de sécurité sont arrivés, calmes, polis, presque désolés. Monsieur, nous devons vous raccompagner. Je n'ai pas protesté. Je les ai suivis jusqu'au parking. L'air sentait la pluie et le métal chaud. J'ai attendu un instant dans ma voiture, puis j'ai démarré sans savoir où aller. À la maison, il ne restait plus qu'un silence figé. Un silence qui ne protège plus, qui pèse. Ma femme parlait peu, Héloïse ne revenait plus, et moi, je comptais les jours comme un comptable ruiné. Parfois, je relis la première phrase de la lettre. Il ne souhaite plus entretenir aucun contact. Et je me dis que c'est peut être la forme la plus pure de la vengeance. Non pas détruire, mais se retirer méthodiquement, jusqu'à ce que l'autre réalise qu'il ne savait pas vivre sans vous. Louis n'a pas crié, il n'a pas insulté, il n'a pas puni. Il a simplement démonté, pièce par pièce, la structure invisible de notre confort. Et il a disparu dans le silence qu'il entretenait depuis toujours. Aujourd'hui, quand je traverse le couloir, j'ai parfois l'impression d'entendre encore son pas régulier, celui d'un homme qui vérifie une dernière fois que tout fonctionne avant de partir. Mais ce n'est qu'un souvenir. Une rémanence du bruit que faisait son attention. Je ne dors plus très bien. Je regarde souvent le jardin, la cabane désormais vide, la clôture qu'il avait renforcée lui-même. Et je me dis que, peut-être, il n'a pas fait ça pour nous punir. Peut-être voulait-il simplement nous apprendre à exister sans lui. Peut-être. Ou peut-être que non. Peut-être que tout cela est juste la conséquence logique d'années de négligence enveloppées de tendresse. Et moi, je reste là, seul, à compter les preuves de son absence, comme un homme qui découvre trop tard que le silence d'un autre était le seul ordre qu'il lui restait.